Bonjour tout le monde, bienvenue à la Terrace Discovery. Je vais laisser la main à Théo pour qu'il puisse présenter son webinaire. Donc c'est à toi Théo. Merci Corinne et merci aussi à Charles pour l'organisation de ce webinaire. Bonjour à tous. C'est parti pour ce premier webinaire que je vais animer aujourd'hui. Donc on va se poser une question très orientée business. Comment la LED et le LiFi sont des facteurs de succès pour l'entreprise. C'est parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on remarque au premier coup d'œil. Donc avant, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Théo Lazuèche, j'ai 26 ans, je suis ingénieur de formation en photonique, donc dans la discipline qui est liée à la lumière, à l'étude et à l'utilisation de la lumière. Et aussi, j'ai complété, notamment parce que j'ai pas un diplôme, par un MBA à l'IAE Paris, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat dans le LiFi. On verra ce que c'est plus tard. Je travaillais chez Thales dans les réseaux informatiques et les services informatiques pour le groupe. Et donc aujourd'hui, je suis donc à la tête de la startup Lina. Aujourd'hui, je travaille essentiellement sur tout ce qui est la stratégie, le financement, le marketing produit et la partie technique, le développement technique de la boîte. Voilà, donc vous allez intervenir un petit peu. Aujourd'hui, la LED, elle nous entoure dans beaucoup d'éléments. Et du coup, j'aimerais bien que vous preniez le micro ou en tout cas le message pour dire, selon vous, en fait, quand on vous dit LED, à quoi vous pensez? Ah, personne ne prend la parole. Économie d'énergie. J'entends. Économie d'énergie. Économie d'énergie. Et durabilité. Durabilité. Pareil, économie d'énergie. Pareil. Ça, c'est les présentiels qui s'expriment. Si il y a des personnes à distance qui ont aussi quelque chose à ajouter. Je crois que tout le monde se recouvre. Ouais, c'est vraiment ce que j'avais noté aussi. En général, les gens pensent à économie d'énergie, durabilité. C'est vraiment le premier élément qu'on pense quand on pense à LED. Et rarement, on pense à prix Nobel parce que la LED Nobel, qui a été donnée il y a quelques années à un chercheur japonais pour ses recherches dans les années 90, donc c'est quand même assez récent, pour avoir découvert comment faire une LED bleue. Parce que en fait, si on n'arrivait pas à faire en fait de LED bleu jusque-là, on faisait que des LED rouges, vertes, mais pas bleues. Et grâce à la LED bleue, en fait, on a pu faire la LED blanche, voilà, qui a pu après se développer pour faire de l'éclairage. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui nous entoure aujourd'hui et il y a quand même une sacrée innovation derrière et d'une importance majeure puisqu'elle a été récompensée par un prix Nobel. Voilà. Après, ça c'est pour ça qu'il y a l'économie d'énergie parce que le rendement énergétique est meilleur. Au lieu de, par exemple, une lampe à incandescence à l'époque, le rendement énergétique était de l'ordre de 10%. Et donc, du coup, 90% de l'énergie était transformée en chaleur, ce qui fait que ça chauffait à 170 degrés. Aujourd'hui, une LED ne chauffe qu'à une vingtaine, trentaine de degrés. Donc, on ne va pas se brûler quand on va toucher une LED. Exactement. Mais ça, je vous en parlerai après. Mais la LED, en fait, c'est pas que ça. C'est pas que de l'économie d'énergie et de la lumière pour qu'on puisse voir la nuit. On va voir que c'est aussi du bien-être, des moyens pour augmenter la productivité dans l'entreprise, apporter plus de services aussi, des nouveaux services innovants, de faire de la télécommunication et de la sécurité et de la cybersécurité même. Voilà. Alors, les avantages de la LED, souvent, quand on y pense, c'est tout ce qui est lié à l'écologie, l'économie d'énergie, parce que
ça réduit de 80% la consommation d'énergie pour un même niveau d'éclairage par rapport à une ampoule à filament qu'il existe depuis que l'électricité existe, hein, à peu près. 150 ans, on va dire. Et puis il y a aussi la durabilité qui est à peu près, on va dire, jusqu'à 10 fois plus importante que les ampoules jusque-là, que ce soit des ampoules à filament ou des ampoules fluocompactes dites basse consommation, hein, dans le grand public, on les appelait comme ça. Et il y a aussi l'aspect qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de terres rares pour fabriquer et de gaz rares aussi pour mettre dans l'ampoule, puisque ça, on n'en a plus besoin. Et il y a d'autres caractéristiques qu'on ne pense pas, mais c'est que quand on allume une LED, elle est tout de suite à sa puissance d'éclairement maximale, contrairement au fluocompact où il faut attendre un certain temps. Il y a aussi d'autres technologies d'éclairage qui sont comme ça, parce qu'il faut que le gaz chauffe pour qu'on ait un maximum d'éclairement. Il y a aussi le choix des couleurs, au lieu d'avoir une couleur qui est fixe, qui est toujours la même, qui peut être, selon les technologies, qui est souvent très jaunard. Un blanc très jaunard, on a plusieurs blancs, du très bleu à du blanc jaunard aussi, ou alors à des couleurs simples, genre du vert, de l'ocre, du rouge. On peut faire un petit peu ce qu'on veut aujourd'hui. Et l'avantage aussi, c'est que, ça c'est pour le business, c'est que en plus d'avoir tous ces avantages-là, c'est qu'on peut facilement la fabriquer à des très faibles coûts, à très grande échelle. Et selon vous, justement, quelles sont les caractéristiques en fait sur ces six avantages que je donne, quels sont pour vous les plus importants parmi les deux cercles que je trace? Le cercle du haut ou le cercle du bas? Le cercle du haut. Tout dépend du point de vue, oui. D'un point de vue, oui, sur le haut, sans hésiter, mais bon. On va titer les deux, ouais, parce qu'en général, du coup, comment on pense spontanément à l'économie d'énergie, on penserait plutôt à les avantages écologiques de la question. Et en fait, là, on va plutôt développer ce qu'il y a en dessous. C'est des avantages qui permettent de faire plus que de la lumière, justement, grâce à ces avantages-là. Et je vais les détailler par la suite. Et ce qu'il faut savoir aussi en ce qui concerne la LED, c'est que il y a beaucoup de disparités en termes de qualité de LED sur le marché. Pas simplement de fabricant à un autre, mais aussi au sein même d'un même lot de fabrication, d'une même référence chez un fabricant. Et ça, aujourd'hui, c'est problématique et on a des études à ce sujet-là qui prouvent qu'on peut avoir des variations de performance sur un même lot de LED chez un même fabricant, fabriqué en même temps, hein, dans les mêmes, en même temps vraiment, on peut avoir des variations de performance de 20%. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme et quand on veut faire de l'industrialisation, on veut des clones et là, visiblement, c'est compliqué pour les fabricants d'arriver à faire des clones. Ce qui fait qu'aujourd'hui, parfois, on a des LED qui grillent au bout de 2 ans alors que quand même, on nous les vend pour 20 ans. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi. Mais techniquement, on est capable de faire mieux. C'est juste, il faut arriver à bien sourcer le fabricant, à voir le sérieux, faire des tests, etc. Et donc, du coup, on va développer un des aspects qui est le très large choix de couleurs. Et donc, comme on arrive en fait à reproduire beaucoup de couleurs, on arrive à reproduire le spectre du soleil. Et donc, on arrive à faire de l'éclairage circadien. C'est le terme scientifique pour reproduire le rythme du soleil. On appelle ça le rythme circadien. Et donc, cet éclairage qui reproduit le spectre solaire, la variation des couleurs du spectre solaire au cours de la journée, on arrive à le reproduire du coup grâce au LED, ce qui permet du coup d'avoir un éclairage artificiel qui se rapproche en fait de l'éclairage naturel.
que ce soit en termes de couleurs, parce que le matin, par exemple, et le soir, les couleurs sont plus rouges et jaunes. Et en milieu de journée, on a des couleurs qui sont toujours blanches, hein, mais qui sont plus vers le bleu. Et donc ça, et puis aussi en plein milieu de journée, on a plus de luminosité que le matin et le soir. Et donc ça, on arrive à bien le faire varier, à bien le maîtriser, de manière à reproduire assez fidèlement le spectre du soleil. Et ce qui fait que ça a des conséquences sur notre santé si on s'expose uniquement à cette lumière, on va dire naturelle. Ce qui fait que on arrive à mieux se concentrer, ça nous améliore notre productivité, ça a des impacts sur notre humeur, les fatigues hivernales, puisque les journées sont plus courtes. Là, du coup, on arrive à rallonger un petit peu notre exposition à la lumière, en fait. On a voilà, comme on est plus concentré, on arrive à mieux suivre ce qui se passe quand on écoute d'autres gens. Et aussi, comme on arrive à se caler sur les horaires naturels du soleil, ben en fait, on arrive aussi à se recaler nous pour mieux dormir, avoir moins d'insomnie. Voilà. J'ai pas mis des pourcentages parce qu'en fait, ça dépend des études, mais ça dépend aussi des personnes. Il y a des personnes sur lesquelles une exposition à un éclairage circadien vont avoir plus ou moins d'effet. Mais globalement, les études montrent que sur quand même, en général, sur un échantillon de test, chez 75% des gens, ça a un effet, plus ou moins important selon les personnes, mais ça a un effet. Il y a des personnes qui avaient des énormes insomnies qui d'un coup n'en ont plus. Enfin, là, donc c'est des effets énormes, et d'autres qui en avaient un peu et qui l'ont plus, et voilà. Tu veux dire que quand on utilise des LED pour l'éclairage d'ambiance, en fait, Des LED, en fait, c'est des LED simplement comme qu'on pourrait avoir ici pour s'éclairer, qui reproduisent le spectre du soleil. Des LED en type D'éclairage en permanence, au lieu d'avoir des LED, on va dire standard avec un blanc peu travaillé, on peut avoir un blanc qui va varier au cours de la journée, que ce soit en termes de couleur et en termes de luminosité, pour reproduire ce spectre du soleil, pour reproduire l'éclairage naturel du soleil. Et on arrive vraiment à des résultats. Et après, selon les personnes, le résultat est plus ou moins important. Et puis, il faut une exposition évidemment prolongée, hein, parce que c'est de la luminothérapie, donc l'effet n'est pas instantané. Il faut que le corps reçoive un petit peu. On met du LED à la maison, c'est que du plus, enfin, c'est que du bonus pour tout le monde, quoi. Voilà, mais par contre, l'éclairage circadien, c'est pas quelque chose qui est standard quand on achète une ampoule. Quand on achète une ampoule, ça va être une ampoule qui va faire un blanc plus ou moins froid, c'est-à-dire qu'il va être plus ou moins bleu ou plus ou moins jaune. Et c'est tout. Il va jamais varier. Il faut qu'on achète quelque chose qui soit vraiment prévu pour ça, avec une électronique de commande qui va faire varier les couleurs de la LED. C'est pas une fonctionnalité de base en fait dans l'éclairage. Voilà. Et ensuite aussi, si on revient un peu aux trois avantages, du fait qu'on puisse allumer rapidement à l'intensité maximale la LED, on peut du coup, en fonction de l'éclairage ambiant qui arrive au travers des fenêtres, l'éclairage naturel qui arrive au travers des fenêtres, bah du coup on peut éteindre la lumière parce qu'on n'en a pas besoin. Assez schématiquement, c'est ça. Donc là, par exemple, on se trouve à côté d'une fenêtre, on n'a pas allumé la lumière parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Parce que là, on est dans une salle à part et on a un interrupteur exprès. Mais on n'a pas toujours, c'est pas toujours le cas. Par exemple, dans des bureaux, c'est souvent, il y a un bouton qui allume partout, qui allume pour tout le monde la lumière, l'éclairage. Mais ceux qui sont au milieu du plateau, ils vont avoir moins de lumière naturelle du fait de leur positionnement, mais ceux qui seront sur le bord, ils en auront plus. Et donc, grâce à des capteurs qu'on peut intégrer sur la LED, enfin sur l'électronique de commande de la LED, on va pouvoir gérer automatiquement en fait l'allumage plus ou moins important, ou voire même l'éteindre en fonction de la luminosité ambiante, et donc faire des économies d'énergie supplémentaires. Et ça, c'est possible uniquement parce que
quand on éteint et on allume, on a un allumage instantané et que aussi le cycle, le nombre de cycles d'allumage et d'allumage et d'éteignement, d'éteindre, ouais. On peut allumer et éteindre une LED. On n'est pas limité de ce nombre-là, contrairement aux autres technologies où typiquement les fluos compacts, on dit attention, il faut attendre un peu avant de les éteindre, sinon on risque de griller l'ampoule. Et donc là, au moins, grâce au LED, on peut allumer et éteindre comme on veut. Ça ne pose pas de problème pour la durée de vie de l'ampoule. De cette manière, donc, on peut faire de l'économie d'énergie. En plus de simplement d'avoir une technologie qui est plus efficiente. Et enfin, c'est surtout ça qu'on va parler dans les minutes qui viennent, c'est que comme une LED peut s'allumer et s'éteindre à souhait, allumer, éteindre, on, off, c'est quoi? C'est 0, 1, donc c'est du binaire. Et donc, en fait, on peut le répéter très rapidement, et ce qui fait que du coup, on peut envoyer des données, tout simplement. Et donc, on fait clignoter rapidement une LED, ce qui fait que on peut transmettre des données comme ça, en binaire. Ça tombe bien, l'informatique est en binaire. Les données sont en binaire. Et derrière, on reçoit ces données avec un photorécepteur qui va suffisamment vite pour voir ces variations de luminosité de l'éclairage. Et comme ça, au moins, on peut transmettre des données. Et ça, c'est une technologie qui s'appelle aujourd'hui le LiFi. Pour Light Fidelity, c'est par analogie en fait au Wi-Fi, qui est une technologie radio de transmission de données sans fil. Voilà, puisque là, l'idée première, on va dire, c'est d'utiliser la lumière pour transmettre des données sans fil. Voilà. Mais il y a d'autres cas d'usage et on va s'étendre un petit peu là-dessus maintenant. Donc, l'avantage, en fait, d'utiliser pourquoi on pourrait se dire, mais pourquoi on va utiliser finalement l'éclairage pour transmettre des données? Parce qu'aujourd'hui, on a plein de technologies pour transmettre des données et c'est plutôt confortable. On utilise fréquemment tous les jours au quotidien le Wi-Fi, ça marche bien. On utilise la 4G sur notre téléphone, ça marche bien. Et puis il y a d'autres technologies aussi radio qui existent comme le LoRa, le Sigfox, le Zigbee, le Bluetooth. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, dans ces technologies radio, c'est qu'on a totalement encombré le spectre de transmission possible. Et aujourd'hui, on n'arrive plus, du coup, à rajouter des canaux de diffusion d'informations sur ces ondes radio parce qu'on est au max que la physique nous permet de faire. Et aussi, par exemple, c'est l'exemple typique pour illustrer ça, c'est que souvent on dit ah ben tiens, j'ai le Wi-Fi qui rame. Quand on habite dans des zones urbaines, on capte généralement une trentaine, voire même une cinquantaine de réseaux Wi-Fi à la maison. Même si on n'est pas branché sur la même connexion, on se partage le même air en fait, parce que comme les ondes radio traversent les murs, donc les ondes Wi-Fi se propagent sur plusieurs dizaines de mètres. Et donc le Wi-Fi est limité en débit de par sa technologie. Et donc du coup, en fait, on se divise entre nous la limite technologique possible par le Wi-Fi. Et donc aujourd'hui, on arrive à saturation des débits que l'on peut atteindre avec les technologies radio de télécommunication sans fil. Et l'avantage en fait d'utiliser la lumière quand on est sous un éclairage, quand on est sous une ampoule, il y a que nous en fait sous l'ampoule. Il peut y avoir d'autres utilisateurs, mais qui sont assez peu nombreux. Et dans ce cas, la bande passante disponible, elle est vraiment réservée aux utilisateurs qui sont dessous. Et le voisin qui va avoir une technologie LiFi chez lui, il ne va pas du tout interférer avec nous, alors qu'avec son routeur Wi-Fi à la maison, il interfère chez nous. Et ça permet donc d'avoir des meilleurs débits
Ça, c'est le cas, on va dire, c'est la motivation qui pourrait être principale pour un utilisateur lambda. Mais si on va un petit peu plus loin, il y a aussi des enjeux de sécurité des ondes radio, puisque les ondes radio se propageant dans tous les sens et à des portées souvent importantes, on peut facilement intercepter le signal à partir d'une antenne. Et après, là, c'est qu'une question de taille d'antenne. Et en général, si on se branche sur un grillage, on a une antenne qui est énorme et donc dans ce cas-là, on capte des signaux à plusieurs kilomètres et qui peuvent être pourtant extrêmement faibles. Et dans ce cas-là, on peut essayer de récupérer des infos à laquelle on n'est pas censé avoir accès, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des problèmes de cybersécurité qui aujourd'hui sont de plus en plus importantes. Pour donner un ordre de grandeur, 50% des cyberattaques ont lieu sur les réseaux Wi-Fi. Voilà. Et les 50% autres, c'est des mails de phishing. Voilà. Et donc, quand on veut, on va dire, pour être assez schématique, et après il y a un petit pourcent où on essaie de rentrer par force dans le réseau informatique de la boîte, mais ça en fait finalement c'est pas vraiment fréquent parce que il faut avoir une armée de hackers surboostés et qui connaissent extrêmement bien les réseaux pour essayer d'arriver à rentrer dans un réseau informatique. Et il y a aussi des problèmes qui sont de plus en plus courants, qui sont l'électrosensibilité. Je pense que quasiment aujourd'hui, tout le monde connaît quelqu'un qui a des problèmes d'électrosensibilité. Moi, je connais une personne qui ne supporte pas du tout les ondes radio, qui ne peut pas avoir de téléphone portable et qui, dès qu'elle est dans une salle avec un certain nombre de personnes ayant leur téléphone portable allumé, au bout de quelques minutes, elle va avoir des maux de tête, un malaise, voilà. Et il suffit qu'on coupe nos téléphones pour que quelques minutes après, ça aille mieux. Et ça, ça va, c'est assez soft, hein. Il y a des gens qui sont tellement électrosensibles qui sont obligés d'aller vivre au milieu des montagnes. Et là, et même le rayonnement électromagnétique du signal EDF alternatif, et même pour eux qui est extrêmement faible, et même pour eux trop important, et ils doivent même vivre certains sans électricité, quoi. Mais là on parle de 1 pour 1 million, quoi, hein, en termes de population, mais l'électrosensibilité est quand même reconnue comme n'est pas encore reconnue comme une maladie, mais en tout cas l'électrosensibilité tend à être reconnue par l'OMS puisque les ondes radio, les micro-ondes, donc on va dire les ondes Wi-Fi, Bluetooth et compagnie, sont reconnues comme potentiellement cancérigènes par l'OMS depuis déjà 9 ans. Voilà. Donc on sait qu'il y a des impacts sur la santé. Voilà. Et puis il y a eu d'autres corrélations, c'est que par exemple l'activité sexuelle de l'homme, en gros la qualité du sperme de l'homme ces 20 dernières années a diminué de 50%, et ils suspectent très fortement les ondes radio pour être la cause majeure en fait une des causes majeures de cette réduction de qualité de sperme. Après, il y a d'autres choses, hein. Il y a probablement les perturbateurs endocriniens, il y a des choses comme ça. Mais les ondes radio font partie des pelotons de tête des causes de ce problème. Et ensuite, il y a aussi un problème assez important qui est que tous ces réseaux radio que l'on peut citer, alors ça peut aller du réseau hertzien pour avoir la télé à la maison, le réseau Wi-Fi pour avoir Internet sans fil, le réseau Bluetooth pour faire de l'IoT à la maison, le réseau LoRa pour connecter un IoT dans la Smart City, le réseau Sigfox aussi, le réseau 2G, le réseau 3G, le réseau 4G, le réseau 5G et bientôt la 6G, et tout ça, enfin, ça fait plein de réseaux qui se superposent. Et à chaque fois, c'est un réseau, des équipements qui rayonnent, qui consomment de l'énergie. Et donc, on superpose à chaque fois à chaque réseau la consommation d'énergie. Et là, au moins, grâce au Li-Fi, on utilise un réseau qui existe déjà, qui est le réseau de l'éclairage, où en général, dès qu'il y a de l'humain, il y a de la lumière,
et donc on n'a pas besoin de déployer en plus un réseau supplémentaire. Et en termes d'empreinte écologique, il n'y a pas de surcoût écologique à faire des télécoms dans ce cadre-là. Voilà un petit peu pour motiver pourquoi on ferait des télécommunications à partir de la lumière, alors qu'on a déjà toute une panoplie de technologies pour faire des télécommunications. Et donc, je vais parler maintenant un petit peu de ce qu'on fait chez Lina, simplement sur deux solutions. Je pourrais en parler de plus. Donc, on va commencer par le contrôle d'accès. Et donc là, on va faire une télécommunication Li-Fi. Et donc, qu'est-ce qui émet de la lumière sur notre téléphone? C'est le flash du téléphone. Et ce qui tombe bien, c'est que depuis des années, tous les téléphones ont un flash, quoi. Enfin, tous les smartphones ont un flash, pour être un peu plus précis. Et donc, on va faire clignoter, schématiquement, on va faire clignoter rapidement le flash pour envoyer des données. Et on va remplacer le lecteur de badge qu'on avait au mur par un récepteur optique qui va recevoir et reconnaître le signal de ce flash. Et derrière, on va déverrouiller des portes. Ça a l'avantage, du coup, de se passer d'un badge que l'on perd, que l'on vole, que l'on prête, de multiplier le nombre de badges. Moi, typiquement, je crois que j'ai 3 badges en permanence sur moi. Et de simplement tout centraliser sur le téléphone. Et l'intérêt, en fait, de ça aussi, c'est que en termes de sécurité, la technologie sur laquelle est basée aujourd'hui les badges, c'est la technologie NFC, comme on a sur toutes les cartes bleues aussi. Et on sait très bien qu'au niveau de la sécurité, c'est même pas zéro, c'est moins que zéro, quoi, hein. Ça se copie en quelques millisecondes avec un système pirate qui peut être simplement un smartphone. Et donc, en termes de sécurité, c'est vraiment pas bon, sachant que le but d'un badge, c'est quand même de sécuriser l'entrée des locaux. Et quand on sait qu'en fait, on peut dupliquer un badge en quelques millisecondes, c'est pas très bon, quoi, hein. Et donc là, au moins, on sait qu'avec la lumière, on ne peut pas intercepter le signal, puisqu'il est uniquement entre le téléphone et le récepteur quand on l'utilise. Et donc là, a priori, dans des conditions normales, il n'y aura jamais quelqu'un qui viendra intercepter le signal. Voilà. Voilà, donc j'ai parlé un petit peu des avantages de tout ça. En plus, il y a les avantages de dématérialiser les accès, qui est que on a des solutions qui sont beaucoup plus agiles, tout est informatisé, et donc pour gérer les accès, pour prêter, au lieu de prêter un badge, prêter une clé, on a simplement à télécharger une appli, dire voilà, quels sont tes accès. Si un jour on veut les modifier, c'est facile. Il y a encore des systèmes où il faut reprogrammer le badge pour modifier les accès. Et donc, c'est à la gestion au quotidien, c'est assez compliqué et assez lourd de gérer un parc de badges, de support physique, en fait, que ce soit des badges ou des clés, et assez coûteux. Et donc là, au moins, on utilise notre petit doudou que tout le monde a et qu'on sera bien content de mettre devant la porte pour qu'elle s'ouvre. Voilà. Et une autre solution qui est vraiment complètement différente, qui est une solution en fait de géolocalisation indoor grâce à la lumière. Et donc ça, c'est des usages qui sont complètement nouveaux, puisque là, j'ai parlé du contrôle d'accès, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, hein. Rentrer dans un immeuble, rentrer dans des bureaux, on badge, c'est quelque chose de quand même d'assez courant, ou de simplement tourner la clé pour ouvrir la porte chez soi, hein. C'est des cas d'usage qui parlent à tout le monde. Mais là, la géolocalisation indoor, c'est quelque chose qui est très très nouveau. Tout le monde connaît la géolocalisation outdoor avec le GPS pour s'orienter, pour être guidé sur la route, hein, le TomTom, ou les applis Waze, les applis Google Maps et compagnie. Et en fait, en indoor, on n'a rien aujourd'hui pour s'orienter quand on est paumé dans un bâtiment. Donc là, c'est l'idée. En fait, c'est d'utiliser la lumière vraiment pour avoir en gros un Waze à l'intérieur du bâtiment et dire tiens, je cherche tel bureau, je sais pas où il est, je cherche tel service dans un hôpital, je ne sais pas où il est. Ben, on va être positionné et on va nous tracer un itinéraire et puis on a notre point qui va bouger sur la carte. C'est tout bête, mais
tout le monde a vécu ce cas de je cherche un endroit dans un bâtiment, je sais pas où c'est. Je demande à quelqu'un, il sait pas où c'est non plus. Souvent dans les grands bureaux des grandes entreprises, les gens, voilà, je cherche le bureau d'un tel, ah ben je connais pas, bon mais débrouille-toi. Il y a des cas, ça voilà, parce que là je parle vraiment des cas en entreprise, mais il y a les cas d'usage, par exemple dans les musées. Je veux faire une expérience de visite un petit peu plus moderne. Je me pointe devant la Joconde, ben du coup j'ai un contenu qui va m'expliquer le tableau de la Joconde qui va se déclencher automatiquement. J'aurais pas à saisir le numéro qui est illisible, caché je sais pas où, à rentrer dans mon audio guide que je devrais mettre à l'oreille et à la fin je vais avoir mal au bras. Enfin, et et en plus, souvent, on peut pas s'approcher parce qu'il y a tellement de monde devant une œuvre qu'on sait pas quel numéro il faut rentrer. C'est quand même assez désagréable. Et là, au moins, simplement, euh, en fonction de notre positionnement, tout va se déclencher automatiquement et c'est des choses qui sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus simples. Voilà. Et l'avantage, en fait, d'utiliser la lumière pour se géolocaliser à l'intérieur d'un bâtiment, on peut utiliser aussi le Bluetooth et le Wi-Fi pour se géocaliser. On peut par exemple utiliser les bornes Wi-Fi grâce auxquelles on se connecte à Internet pour se géocaliser, mais la précision est très mauvaise et elle est souvent très longue à obtenir. Il faut des temps de calcul qui sont souvent de l'ordre de 3 à 5 secondes. Et donc, ce qui fait que quand on se déplace, on a du mal aujourd'hui à accepter que, ben, en fait, on fait un pas toutes les 3 secondes. On n'est pas arrivé si on doit faire 3 étages. Et là, l'avantage, c'est qu'au moins, on arrive à se positionner en temps réel et aussi que la précision aussi est meilleure par rapport au Wi-Fi, puisque le Wi-Fi, on va faire de la triangulation, mais il y a beaucoup de difficultés à faire ça et on va avoir des précisions de l'ordre de 5 mètres en fait. Et donc, en fait, je ne sais pas si je suis là ou le couloir d'à côté, le bureau d'à côté, c'est pas toujours très très bon quoi, hein, en termes de précision. Voilà. Et en fait, comment ça marche? Comment on fait pour se géocaliser grâce à la lumière? Parce que ça paraît un petit peu magique là quand on en parle. Je vais répondre après à la question de Hamza. En fait, on va faire clignoter l'éclairage qui nous éclaire en permanence dans un bâtiment. Sauf que ça va clignoter tellement vite que nous, à l'œil, on ne va pas le voir. Et ça va envoyer des données comme ça en permanence. Et nous, dessous, on va sortir notre téléphone et la caméra va recevoir, en fait, va lire en fait le signal encodé, ce morse optique qui est envoyé par les LED, de manière en fait à lire cette information. Et cette information après nous permet de nous positionner en fait sur une carte. Et après, forcément, de s'orienter et d'avancer dans notre parcours. Voilà comment ça marche. Finalement, c'est assez simple, mais techniquement, c'est assez difficile à mettre en œuvre, surtout le traitement d'image à mettre sur la caméra, puisqu'on va utiliser la caméra pour tout ce qu'on n'a pas du tout envie de faire en temps normal. C'est totalement invisible à l'œil nu et c'est totalement inodore, indolore, en tout cas pour l'œil, pour la vision, parce que vous connaissez l'effet stroboscopique qui peut poser des problèmes. Hein. Et là, en fait, on est tellement au-dessus de ces seuils-là qu'il y a absolument aucun problème. On va se baser trois fois au-dessus de la limite maximale à laquelle on pourrait éventuellement, après des heures et des heures d'exposition, avoir potentiellement un petit mot de tête. Enfin, voilà. Donc là, c'est ça. Il n'y a pas du tout d'effet stroboscopique et donc là, il y a aucun danger, absolument aucun danger pour l'œil, la vision humaine et donc les conséquences qu'il pourra avoir derrière. Les maux de tête, les crises d'épilepsie, etc. Et donc pour répondre à la question pour le BLE, le BLE c'est à l'image du Wi-Fi en fait, et même c'est encore plus compliqué, c'est parce que si on veut faire de la géolocalisation indoor grâce au BLE, il faut déployer un réseau BLE. Et en général, on n'a pas ça dans une entreprise lambda. On a un réseau Wi-Fi en général. Hein.
mais on n'a pas de réseau BLE. Soit on peut le déployer, il n'y a pas de problème. Mais le problème aussi, c'est que derrière la réactivité, les temps de calcul, la précision font que, en général, au mieux, on a le changement de position on peut rafraîchir sa position toutes les 2 secondes et on arrive à des précisions de l'ordre de 3 mètres. Donc c'est un petit peu mieux en termes de perf que le Wi-Fi, mais ça demande des efforts, une infrastructure supplémentaire pour une efficacité qui est quand même toujours relative. Alors que si on utilise la lumière, le réseau d'éclairage est déjà là. Et donc, on peut avoir une techno qui est beaucoup plus performante sans beaucoup trop d'efforts supplémentaires. Voilà, et donc on parlait de certains cas d'usage. Donc là, moi, je me suis vraiment fait un focus sur l'entreprise. Je cherche le bureau d'un collègue, je cherche une salle de réunion. Je me fais orienter à l'intérieur du bâtiment. Moi, quand j'étais chez Thales, je voyais tous les jours des collègues qui cherchaient la salle de réunion, qui ne la trouvaient pas. Et à tel point que c'est fréquent, on estime que c'est 1 heure de temps de travail perdu par cadre par semaine, parce qu'on n'arrive pas à trouver les bureaux d'un collègue ou une salle de réunion. Donc la perte de productivité est quand même assez énorme. Et voilà, là, et puis aussi pour les locaux d'entreprise, simplement le contrôle d'accès, accéder au site, voilà, de manière sécurisée et plus souple que des badges. On peut imaginer tout à fait les mêmes choses dans un hôtel, dans un parking. Donc on ouvre la barrière, on ouvre la porte, on est orienté dans l'hôtel, on est orienté dans le parking, et surtout depuis l'entrée du parking vers notre voiture, parce que c'est souvent ça le problème. Moi, j'ai une expérience très mauvaise d'un parking à la Défense où j'ai à peu près cherché 1 heure ma bagnole, et là on se sent très seul. Parce que souvent dans les parkings souterrains, les sorties sont pas les mêmes que les entrées, et donc ce qui fait que si on repère comment on va à la sortie quand on garde sa voiture, ouais, mais sauf que comme l'entrée après c'est pas la même, on est déboussolé et c'est pas forcément évident. Voilà quelques exemples, on peut en discuter par la suite. Voilà, donc Lina développe vraiment un écosystème sur l'éclairage, sur la lumière, pour connecter à la fois l'utilisateur et connecter en même temps aussi l'éclairage pour plus de sécurité, pour plus d'écologie et pour une meilleure qualité de connexion à Internet, tout en offrant des nouveaux services comme par exemple la géolocalisation indoor qui est quand même assez innovant et peu développé. C'est un exemple de service que l'on peut apporter en plus de simplement éclairer. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai pas été trop long. Et je vous écoute pour vos questions. Merci Théo. J'ai vu qu'il y avait une question de Hamza, mais tu y as répondu tout à l'heure. Donc allez-y, n'hésitez pas à poser vos questions. On vous écoute. Moi, j'avais une question parce que tout à l'heure sur le schéma que tu montrais, tu disais que depuis la LED utilisée en éclairage d'ambiance, on envoyait des informations captées par le téléphone, etc. Mais juste avant, dans le circuit, comment est-ce qu'on transmet les infos à la LED? Comment est-ce qu'on dit, par exemple, sur un parcours, on parlait de l'hôpital, etc. Comment est-ce qu'on va dire c'est à telle LED de s'allumer, puis après telle autre, puis après telle autre, puis après telle autre? Enfin, comment est-ce qu'on les commande à distance en fin de compte? Alors, il y a. Par le réseau électrique, c'est quoi? Oui, alors la solution technique de l'INA, le parti pris, c'est d'utiliser justement le réseau électrique. C'est une technologie de type CPL qu'on va utiliser pour justement communiquer à partir du réseau électrique pour envoyer des données. Ou sinon, on fait des choses en statique. Et dans ce cas-là, en fait, on va rajouter simplement un driver, une électronique qui va piloter la modulation de la LED, toujours la même, tout le temps.
Et cette modulation, par contre, il va falloir lui transmettre par un autre système. Non, Wi-Fi en fait, on va ou- toujours envoyer la même information tout le temps Ah oui, et on va d'accord. se contenter d'allumer tout le temps, en fait. Oui, d'accord, il n'y a pas besoin d'envoyer de l'info à la LED. La LED, elle raconte toujours la même histoire, quoi. D'accord. Non, Ouais. pas forcément. On peut faire la géolocalisation sans ça, mais le choix qui a été fait pour la solution de géolocalisation indoor chez Lina, c'est justement d'envoyer des données Oui. pour avoir plus de souplesse et plus d'agilité. Hmm. Si jamais on veut changer en fait la donnée, ça évite d'avoir à intervenir in situ directement sur le panneau LED pour chacun, pour reprogrammer, etc. le jour où on a envie de changer Ouais. la donnée qui est envoyée parce que la technologie s'améliore, on module différemment, etc. Parce qu'on aurait pu imaginer que les LED, en fait, effectivement, envoient chacune un signal différent, mais toujours le même, sans avoir à être piloté par le réseau électrique, le CPL, etc. Et du coup, que ce soit à la réception de l'information, qu'elle soit ensuite interprétée pour dire là, j'étais sous la LED 1, j'arrive sous la LED 5, si je n'avais pas pris mon chemin, on me dit de repartir en arrière, etc. quoi. C'est exactement comme ça que ça se passe. Ouais, ok. Ok. Martine, ça répond à ta question? Ah ouais, merci, parfait, merci. Ah mince, T'as entendu sa réponse? Oui, je vois, mais c'était la même question. Oui, oui. non, voilà, oui. Ok. Et en termes de coût, parce que tout ce qu'on dit là, ça fait compte que il faut que notre éclairage d'ambiance soit intégralement basculé finalement à de la LED. Et en plus que du côté électrique, on ait une alimentation unique de chaque LED. Pour aller plus la licence, parce que je prends en installation électrique, bien souvent, tu as droit aujourd'hui à un certain nombre d'objets branchés sur une même ligne électrique. Et donc, avec une même ligne électrique, tu peux éclairer aujourd'hui, je crois que c'est 7 ou 8 à la limite, 7 ou 8 ampoules. Donc après, ça veut dire qu'il faut recabler pour que chacune soit connectée de manière indépendante. Alors non, c'est pas vraiment comme ça. Les LED sont sur un même disjoncteur. Ouais, c'est ça. On va dire c'est sur la même ligne. Ouais, ouais. Il y en a un certain nombre à la discrétion de l'électricien. Et ici, je pense que ça doit être divisé en 3 parce qu'il y a quand même pas mal d'éclairage. En fait, c'est pas un problème. Le CPL, il peut s'envoyer sur tout le réseau. Ah oui, d'accord. C'est chaque LED qui interprète. Mais pas individuellement. Ce qui est en termes de câblage, en fait, revient exactement la même chose que 2 fils électriques. Ouais, c'est la même chose qu'aujourd'hui. Donc, on va faire le câblage. Mais donc, il faut quand même qu'on change l'éclairage d'ambiance en optant pour des LED. Exactement. Donc, ce qui fait que la techno qui est développée aujourd'hui de smart lighting, on a des coûts très proches en fait quand on fait la rénovation lourde, c'est-à-dire que quand on change tout, oui. On est 10% de plus, il y a un léger surcoût, c'est pas énorme, de manière à équiper en smart lighting et en géolocalisation indoor. Par rapport à une installation standard, entre guillemets, bête, quoi. Ouais, attends, tu remets tout, ça peut être plus cher. Ouais. Et si on veut un éclairage de type circadien, le surcoût est de 50% quand même. Oui. Sachant que, oui, nécessairement un surcoût, mais sachant que c'est quelque chose que tu ne peux pas faire avec l'éclairage type néon, etc. de toute façon. Voilà, après, il y a un retour sur investissement qui n'est pas le même si on veut faire de l'éclairage circadien, puisque si on dit que la productivité horaire des salariés augmente de 10%, c'est quand même un bénéfice. C'est très vite, le ROI est très vite atteint, quoi, hein, surtout dans des entreprises où les taux horaires des salariés sont énormes. Hein, donc là, ça chiffre vite après le retour sur investissement. Pour le moment, on ne développe pas d'éclairage circadien, même si j'ai commencé à travailler sur le sujet. Il y a encore quelques barrières techniques pour avoir un éclairage circadien vraiment extrêmement proche du spectre du soleil.
Très bien. Non, pas d'autres questions. C'est bien. Eh bien, c'est bien. Comment les On choses arrive sont au claires? terme. Ben, on arrive précisément au terme du webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que non. Je vais remettre mes rajouter, coordonnées Théo pour ceux qui ont envie qu'on en rediscute plus tard. Je vais repartager l'écran. Je suis disponible là pour aller un petit peu plus loin et discuter de tout ça. Là, j'ai quand même été assez succinct sur les architectures techniques des solutions parce que c'était plus pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec les possibilités. avec la lumière et les LED sans rentrer vraiment dans les détails techniques. Oui, c'était parfait, c'était très bien. Si tu n'as pas d'autres questions, donc c'est bon. On va pouvoir retourner à nos tâches. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt. Merci beaucoup à Théo. Ça a été très, très, très intéressant. Et la bonne journée. À bientôt. Au revoir à tous. Théo. Merci Corinne, merci à tous.